Ce que je vais présenter, c'est assez complémentaire de ce qu'a raconté Guillaume, vous allez le voir. Donc, c'est un travail d'équipe, hein, sans citer tout le monde. Donc, c'est des travaux qu'on mène avec Vincent Dicon depuis quelques années, avec Alain Coster sur le plan expérimental. Et je vais présenter les travaux des tests qui sont mentionnés ici. Donc, on va s'intéresser effectivement à la propagation d'un défaut qui va être initialement créé par choc laser. Sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet, qui est le contexte, qui est peut-être une complexité au-dessus dans ce qu'on va étudier comme système, parce qu'on va s'intéresser à des systèmes industriels qu'on travaille avec Safran. Donc, on s'intéresse aux barrières thermiques. Là, c'est le cas des barrières thermiques EBPVD, qui sont des barrières thermiques colonnaires. Donc, vous voyez sur la figure de droite la structure colonnaire de la partie céramique et de la zirconie triée qu'on choisit pour sa faible conductivité thermique. Tout ça, c'est pour protéger des aubes de turbine qui sont avec des substrats monocristallins super liège base nickel. Et on va rajouter une zone d'interface, une couche d'interface, pardon, qui est cette zone-là, qui est métallique, qui est dans ce cas NiPTAL, qui va servir d'accommodation de coefficient de dilatation entre la partie céramique et le substrat, et surtout qui va servir de réservoir d'aluminium pour former un oxyde de croissance qui est l'alumine, qui va être protecteur à haute température, qui va protéger notamment des effets de l'oxydation et de la corrosion. Donc les pièces sont compliquées, les chargements sont très compliqués. Là, vous avez un aperçu sur l'image en bas à gauche d'une coupe, d'une aube de turbine. Vous voyez que c'est creux, il y a des trous, donc on s'attend à des gradients mécaniques et thermiques. Et en service, qu'est-ce qu'on observe? On observe un écaillage. Donc toute la question, c'est de faire le lien entre cet écaillage et le chargement de fatigue thermomécanique. Donc cet exposé, je vais le consacrer essentiellement sur cette idée de caractériser l'adhésion. Et pour caractériser l'adhésion d'un revêtement, on peut utiliser des méthodes très directes qui sont les essais de traction sur plot collé. Vous avez une figure qui est issue de la thèse d'Élodie Pons, où on voit, pour différentes géométries, qu'on a une première difficulté dans cet essai, c'est que c'est un essai qui est hétérogène en contrainte à l'interface. Il va être difficile d'en sortir un résultat direct. Et on a d'énormes problèmes de reproductibilité de ces essais liés aux conditions de collage. On colle un plot sur le revêtement. Si le revêtement est poreux, vous avez des problèmes d'infiltration de colle, des choses horribles. Donc, ça fait un essai difficile pour lequel il n'y a pas forcément de la robustesse. Un autre essai très intéressant qu'avait présenté Muriel il y a de ça quelques semaines dans le cadre du webinaire, c'est l'essai de flexion de 4 points. En particulier, les travaux faits à l'ONERA, Pierre-Yves Terry et Jean-Roch Venoy, où cet essai permet d'atteindre de façon plus simple l'état mécanique finalement dans le système. Là, vous voyez, vous avez une entaille, une contreplaque qui va servir de raidisseur, et on va développer une fissure d'interface, mais à nouveau, on a un problème de reproductibilité de ces essais. Vous avez sur le petit graphe en bas à droite, vous voyez la dispersion expérimentale qu'on peut avoir pour une même condition de vieillissement. Par exemple, si on s'intéresse ici à ces points-là que je viens d'entourer, vous voyez la dispersion qu'on a pour une condition de vieillissement donnée qui va limiter l'exploitation de ces essais. Voilà. Donc on a deux problèmes, la robustesse de l'essai et la représentativité de cet essai vis-à-vis des conditions de sollicitation. Donc j'en viens à notre approche. Donc c'est des travaux antérieurs qui ont été faits par Vincent Dupont et ses collègues, où on va utiliser un choc laser pour provoquer la décohésion et tester l'adhérence d'un revêtement. Alors, comment ça fonctionne? On a donc une interaction laser-matière qui va provoquer un plasma. Ce plasma va se transformer dans le substrat par une onde de compression. Après réflexion à la surface libre, cette onde de compression devient une onde de traction. Et si l'énergie du laser est suffisante, on peut atteindre une décohésion interfaciale. Voilà le principe, je ne vais pas dans les détails. Évidemment, c'est à des vitesses très élevées, c'est principalement du mode. Comment, après avoir fait un choc laser, on peut contrôler ce qu'on a produit? Alors, on a de la chance, c'est sur certains revêtements céramiques qu'on observe, on va avoir deux techniques non destructives qui permettent d'atteindre la mesure de la zone délaminée à l'interface après choc laser, qui sont la thermographie infrarouge.
Donc c'est extrêmement simple. Vous chauffez le substrat et vous mesurez la température côté revêtement. Et vous voyez cette tache sombre au milieu qui est la zone où on a créé une lame d'air. Et de la même façon, on peut, avec des méthodes optiques directes, pour des revêtements suffisamment transparents, avoir affaire à un phénomène de tache blanche qui est lié, encore une fois, à cette lame d'air qui vont changer les conditions de l'émission de la lumière blanche. Associé à ça, on va faire une mesure de profilométrie 3D de la géométrie de la cloque. Et là, on va s'intéresser dans la suite de l'exposé à un revêtement qu'on appelle modèle, où on a simplifié le système industriel si compliqué avec un dépôt direct d'une couche céramique, en l'occurrence de l'alumine, par dépôt plasma, sur un substrat métallique. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on supprime la complexité liée à l'oxyde, liée à la sous-couche. Alors évidemment, par rapport aux épaisseurs que vient de montrer Guillaume, ce sont des objets beaucoup plus épais, mais malgré tout, euh, qui sont plus simples. Voilà, donc on va s'intéresser à ça. Alors comment on fait un essai LASAT? Donc l'essai LASAT, en fait, on va jouer avec des énergies croissantes du laser. Donc on prend une plaque et on va jouer une histoire d'énergie croissante en suivant un profil qu'on reproduit là, vous voyez, sur une même plaque. On va faire 2 fois le parcours à énergie croissante. On mesure par thermographie infrarouge la taille de la zone délaminée. Ici en optique, en dessous, on observe également l'apparence morphologique du blister qu'on a ainsi créé. Donc pas de délaminage au début, un délaminage de plus en plus prononcé, puis une fissuration. Ce qui est intéressant, lorsqu'on va reporter sur la courbe de droite la taille de la zone délaminée en fonction de l'énergie laser, on va voir que déjà il existe un seuil en deçà duquel il n'y a aucune fissuration d'interface. On peut l'utiliser également comme méthode non destructive pour tester différentes typologies de revêtement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect croissance monotone au-delà du seuil de la taille de la zone délaminée en fonction de l'énergie laser. Donc, on a à la fois un diagnostic très facile et à la fois une dispersion très faible de la taille de zone délaminée. Alors, comme on s'intéresse à des cloques, on peut distinguer différents stades. Donc, je présente les premiers stades du cloquage. Donc, on va distinguer un stade où la fissuration par le choc laser n'a pas provoqué de flambage significatif, que j'ai qualifié ici d'état 1. Alors, on peut l'utiliser par exemple pour refaire des essais de plots collés, cette fois-ci avec une pré-fissure. Donc là, on a un accès plus direct à un GC en faisant l'hypothèse simplificatrice que, une fois qu'on a atteint le délaminage, c'est une propagation instantanée, et de F, la taille de fissure étant connue, on peut en déduire GC. Donc ça, c'est très bonne thèse d'Alexandre Cotin, qui sont pilotées par Vincent. On peut aussi s'intéresser à un cas où, avec une énergie supérieure, on va avoir une fissure plus grande une fissure d'interface plus grande, pardon, et pour un même état de contrainte résiduelle, on va atteindre le flambage de la cloque, mais sans fissuration. Donc on va rester à ça, et là ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, l'essai de choc laser, le LASAT, permet d'introduire un défaut macroscopique à l'interface qui est piloté en taille et en position. Donc c'est ça que je veux développer dans tout cet exposé, c'est qu'on contrôle ce défaut initial. Alors, première expérience sur mon revêtement modèle qui associe donc une couche d'alumine déposée plasma et un substrat métallique. On va faire un essai monotone en biaxial où on va provoquer volontairement du cisaillement à l'interface. Donc on a une direction qu'on a représentée en bleu qui est en traction dans le plan de l'échantillon et une direction qui va être en compression. Qu'est-ce qu'on observe au cours de cet essai? Donc là, on a un rapport de déplacement qui est égal à -1, c'est-à-dire que je mets la même quantité de déplacement de traction qu'en compression au signe près. On va suivre les deux défauts qui sont créés dans la zone haute de cet échantillon en croix. On voit qu'on a des zones initialement circulaires, peu ou prou, avec un début de flambage. Lorsque j'augmente la sollicitation mécanique, on voit une augmentation de ce flambage, une ovalisation de la zone délaminée, avec l'apparition d'une fissure que vous pouvez commencer à deviner ici, et finalement une sorte de forme diamant qui est le résultat de cet essai multi-axial. On peut compléter par une mesure par stéréocorrélation d'image in situ, où on va accéder cette fois-ci
non seulement au délaminage, mais à l'évolution de la morphologie tridimensionnelle de la cloque qu'on a formée. Vous avez à droite la stéréocorrélation, à gauche les images que je viens de présenter sur un seul défaut pour simplifier la représentation. On voit une augmentation du flambage, l'apparition d'une fissure et puis l'ovalisation du défaut. Par analyse d'image, on peut mesurer très précisément finalement l'évolution du délaminage d'interface. Donc là, c'est des images optiques. Les images A et B, c'est deux instants successifs dans notre acquisition. Et dans l'image C, on a fait la différence des deux images et on voit la trace blanche qui correspond finalement à l'incrément de fissure d'interface. Grâce à ces mesures, on peut tracer quoi? On peut tracer, donc, pour simplifier, la hauteur du blister, ici en rouge, en fonction du déplacement imposé sur la machine, et le délaminage dans les deux directions orthogonales, ici en vert, ici en bleu. La direction en bleu est dans la direction de traction. Les points verts sont dans la direction de compression. Et ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez manifeste, c'est qu'on a une augmentation du cloquage avant le délaminage d'interface. Une fois qu'on a une fissure qui apparaît au sommet de la cloque, on commence le délaminage avec un délaminage plus prononcé dans la direction de traction dans le plan par rapport à la direction de compression dans le plan. Ce qui va donner lieu à la forme elliptique qu'on observe. Alors, comment comprendre tout ça? Donc là, je présente une mesure de champ 2D dans le plan de l'échantillon. C'est la corrélation d'image tout à fait standard. On va mesurer le champ de déplacement. Ce champ de déplacement, on va l'appliquer à un modèle élément fini. Le modèle élément fini est extrêmement simple. On décrit la cloque à l'état initial. On décrit le substrat et un comportement d'interface très bien introduit par Guillaume comme des modèles d'éléments cohésifs. Donc, sur cette base-là, ce qu'on va décrire là, c'est le paramètre d'endommagement. Donc, là où on a une décohésion, donc une rupture entre le revêtement et le substrat, on a un paramètre d'endommagement qui vaut 1. On a le phénomène de process zone évoqué par Guillaume tout à l'heure, où on a un endommagement qui est non nul, mais inférieur à 1, et on va suivre ça le long de la cloque. Donc, on a une zone initialement délaminée par le choc laser, et on applique le chargement mécanique qui correspond à notre expérience. Et on voit apparaître une zone plus endommagée dans la direction de traction que dans la direction de compression. À 45 degrés, on voit apparaître une zone avec un endommagement très faible. Si j'utilise les zones cohéritives, ça me permet également d'atteindre finalement l'effort qu'on va avoir dans les deux directions. Donc, alors, je suis désolé pour les couleurs, c'est contre-intuitif, mais dans la direction de traction qui est horizontale, on a de l'ouverture de fissure, alors que dans la direction de compression, pourtant compression dans le plan, on referme la cloque. D'accord? Donc, on a une fissure qui tend à être refermée dans la direction de compression et ouverte dans la direction de traction, direction dans le plan. Si j'analyse maintenant les cisaillements, donc je regarde cisaillement équivalent pour une analyse quadratique, on voit qu'on a un maximum de cisaillement dans les directions de traction horizontale, mais aussi dans les directions de compression. Donc, ce qui va piloter finalement l'endommagement le plus important dans ce système-là, c'est la condition d'ouverture qu'on vient d'examiner dans cette histoire. On va justifier le fait qu'on a une forme elliptique par la condition de mixité modale entre ouverture et cisaillement coplanaire dans les deux directions de sollicitation. Enfin, et pour faire écho à ce que vient de présenter Guillaume, on peut s'intéresser quand même à un argument, comprendre la mixité modale plus précisément. Je vais directement à ce résultat. Donc, on s'intéresse ici uniquement à la courbe noire qui correspond à la condition que je viens de vous décrire, et on voit dans la direction de traction, qui est la direction 0 degré, on a un rapport K2 sur K1 qui est très élevé, donc on a principalement du mode 2, ce qui peut paraître surprenant, et qu'à 45 degrés, on va avoir une extinction de cette mixité modale. Inversement, si je regarde le rapport K3 sur K1 en bas, à 45 degrés, je vais avoir un maximum local. Donc en fait, le point d'arrêt qu'a observé Guillaume tout à l'heure sur ces blisters, on le retrouve ici. Alors, l'énorme différence qu'on a, nous, par rapport au film mince qu'a présenté Guillaume, c'est qu'on a des films qui fissurent, et la fissuration va modifier considérablement l'état mécanique. Et on n'a pas été jusqu'à décrire
les étapes successives de fissuration du blister, juste pour examiner les conditions locales. Et on retrouve quelque chose de parfaitement cohérent sur les conditions d'arrêt de fissure lorsque la mixité modale, en l'occurrence anti-plan, vient pénaliser la propagation de fissure. Voilà, en conclusion de ça, et je vais aller très vite là-dessus, on peut mesurer GC, on peut faire le lien entre les différents modes de sollicitation, et on a observé que le flambage précédait la décohésion, on voit une influence de la fermeture de fissure sur la propagation, et on voit que la rupture de couche, finalement, conditionne énormément la propagation. Donc, je vais revenir à ce qui m'intéresse fondamentalement, ou en tout cas ce qui intéresse Safran, c'est comment passer au cas de la barrière thermique industrielle. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le cyclage thermique et un petit rappel dessus. Parce que les industriels aiment beaucoup cet essai, on fait un cyclage thermique qui va faire vieillir le matériau sous air. On est en condition d'oxydation. Donc, si on considère un oxyde qui se forme à haute température ou un revêtement céramique qui serait déposé à haute température, on peut faire l'hypothèse, peut-être grossière mais raisonnable, que à température maximale, on est sans contrainte. C'est ce que j'ai représenté ici. Lorsqu'on refroidit le système, on arrive avec une contraction due au désaccord dilatométrique plus important dans le métal que dans l'oxyde ou dans la céramique déposée. Ce qui veut dire que si on n'a pas de décohésion, l'oxyde ou la céramique sont globalement en compression alors que le métal est globalement en traction. De ça, on peut faire l'analyse très simple, c'est qu'en fait, on fait de la fatigue thermomécanique à chaque cycle thermique. Autrement dit, on est sur un cycle en phase, au sens où dans l'oxyde, on va avoir une compression maximale à basse température et hors phase dans le métal, on va avoir une compression maximale à haute température. Donc ça explique pourquoi ces systèmes s'endommagent. Alors, regardons un peu de plus près qu'est-ce qui se passe dans les revêtements industriels EBPVD. Donc là, vous avez du cyclage thermique, en l'occurrence, ce sont des cycles entre 100 et 1100 degrés, 5 minutes de temps de maintien en température. Et ce qu'on observe déjà, c'est, si on se fiche sur l'image de droite, on a un épaississement de l'oxyde qui est ici, entre 200 et 1200 cycles. De plus, en rétrodiffusé, on observe que dans la couche métallique, on a une évolution des phases en présence. En l'occurrence, là, ce qui est sombre, c'est bêta, ce qui est clair, ça va être gamma prime. Et on voit des îlots de gamma prime qui apparaissent après vieillissement. Associé à ces évolutions, à la fois d'épaississement d'oxyde et de transformation de phase, on voit apparaître de la porosité interfaciale entre l'oxyde et la céramique. Et on voit aussi, vous devinez, des ondulations là où on a des décollisions. Donc ça, c'est le phénomène de rumpling, on reviendra dessus par la suite. Si on insiste sur le vieillissement, ces pores d'interface vont constituer des délaminages. Ces délaminages vont avoir la mauvaise idée de coalescer, provoquer le flambage de la couche céramique parce qu'elle est sous compression, comme je l'évoquais tout à l'heure, puis l'écaillage catastrophique, on a perdu le revêtement. Voilà. C'est tout l'objet des études qu'on mène sur ces revêtements industriels. C'est comment comprendre le lien entre finalement cette évolution de microstructure et cette rupture du Alors, on va reprendre la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure pour sélectionner finalement un défaut à l'aide du choc laser, mais cette fois-ci en cyclage thermique. Où je fais ma courbe dite LASAT 2D, c'est-à-dire l'évolution de la taille de la zone délaminée en fonction de l'énergie laser que je mets. Je sélectionne un défaut que je vais suivre en fonction du nombre de cycles passés à haute température. Donc là, on a un suivi du blister. Vous voyez une augmentation du blistering très significatif. Pour mesurer effectivement ce qui se passe, on va prendre un profil de ce blister et on va suivre l'évolution de ce profil. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on distingue deux zones manifestement différentes. Une première zone où il y a une évolution de la hauteur de cloque sans délaminage significatif dans le plan, c'est-à-dire que le point de base ne bouge pas tellement. Et puis, brutalement, on voit un incrément sur le diamètre. Alors ça, on peut le traduire ici avec le graphe qui est là. Ça, c'est la hauteur de cloque en rouge, augmentation continue de cette hauteur de cloque. Et en noir, on a reporté les différentes mesures de délaminage interfacial au travers du rayon. Et on voit qu'effectivement, à 300 cycles, il se passe quelque chose, il y a un saut significatif sur la taille de la zone délaminée. Ça, on le relie évidemment à ce qu'on avait observé précédemment, en quasi-statique, sous chargement monotone. Lorsqu'on atteint finalement la ténacité critique de l'interface, on va avoir des laminages de l'interface.
Alors de ça, on peut utiliser des modèles analytiques très simples qui permettent d'accéder non seulement aux contraintes critiques au moment du délaminage, mais aussi aux contraintes résiduelles et en déduire un GC en ne considérant que le blister élastique. Et là, on détermine un blister qui a délaminé à 36 joules par mètre carré. Toutefois, on a des mesures et ces mesures nous incitent à regarder d'un peu plus près ce qui va se passer au bas de la cloque. Alors, ce qu'on fait là, c'est tout simplement on reprend des méthodes qu'on utilise couramment pour les éléments finis, où on va mesurer la déflexion de la base de la cloque pour atteindre, en considérant le bimatériau céramique oxyde, la ténacité d'interface de façon plus précise. Alors, on mesure le déplacement, on en déduit un K1, on en déduit un G et un GC, et là ce qu'on voit, c'est que le GC qu'on a déduit de cette mesure est beaucoup plus faible que ce que donnait le blister élastique considéré seul. Donc ça remet en lumière, ce que disait Guillaume tout à l'heure, l'importance finalement de la process zone dans ces évolutions. Alors pour conclure cet exposé, je me dépêche parce que je vois que l'heure file, on a systématisé ces essais en utilisant des pions soumis à du cyclage thermique pour différentes fréquences de cyclage, et on a suivi l'évolution sur une grande batterie d'échantillons. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une cohérence entre des cycles courts et des cycles longs. Alors ça nous fait dire que finalement, on a vraiment de la fatigue dans ce processus d'endommagement qui était difficile à bien évaluer avec les essais plus courts. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est la thèse de Lara Mahfouz. Les travaux précédents, c'était les travaux de Mélanie Thévenot, avec Safrantech toujours. Dans la thèse de Lara Mahfouz, on s'intéresse finalement à systématiser ces études dans des conditions de plus en plus complexes. Et là, on regarde du cyclage sur banc à flamme, où on va, grâce à la flamme, reproduire un environnement plus représentatif de la chambre de combustion, et on va suivre l'évolution de ces endommagements. Donc là, vraiment, ce qu'on va regarder, c'est directement le couplage oxydation mécanique dans les processus d'endommagement, qu'on évalue toujours avec une mesure qu'on présente ici, qui est la mesure du délaminage interfacial en fonction du nombre de cycles. On voit que c'est accéléré dans le cas du banc à flamme, c'est les carrés bleus, par rapport aux carrés verts qui sont le cas de cyclage thermique. Alors, on a changé beaucoup de choses, hein. On a changé l'environnement, on a changé les gradients de température, qu'on représente ici côté substrat, côté flamme, côté revêtement, pardon, les températures. Mais on a aussi changé les conditions de gradient, et ça, on l'analyse mécaniquement, enfin, Lara Mahfouz l'analyse mécaniquement avec des modèles explicites pour comprendre ce que. Voilà. Alors pour finir et pour expliquer pourquoi on parle bien de couplage oxydation mécanique, je voudrais revenir sur cette très jolie coupe obtenue après introduction d'un choc laser et après cyclage. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai, c'est-à-dire qu'on a un épaississement de l'oxyde, on a ce phénomène d'ondulation qui est le phénomène de rumpling, qui est manifeste dans la zone qui était initialement décollée liée au choc laser. Loin de cette zone, on a une zone où on a l'endommagement que j'appelle standard, où en fait on a des décohésions locales, mais beaucoup moins de rumpling. Et en tout état de cause, on a la certitude que la déformation de croissance qui est liée à la création de cet oxyde de croissance pilote les endommagements. Et c'est ça qu'on est en train de regarder. Et la question fondamentale, c'est finalement qu'est-ce qui se passe en termes de sollicitation mécanique dans la zone de pointe de fissure, et finalement dans cette process zone qui n'est pas du tout singulière et qui est étendue, comme on devine ici. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Tout ça pour vous dire qu'on adore le choc laser, qu'on est capable de faire des défauts contrôlés, et qu'on a finalement des similitudes très fortes entre ce qu'on a observé sur la définition d'un GC dans le cas de chargement monotone avec le GC dans un cas de propagation naturelle sous cyclage thermique. Voilà, et on a beaucoup de boulot à faire sur l'analyse de ce qui se passe en compétition. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier tous mes collègues.